Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Il a plu énormément dans la ville d'Abidjan ce matin. Certaines communes ont reçu beaucoup plus d'eau que d'autres. C'est le cas d'Abobo où les marchés et les rues étaient carrément sous les eaux. Reportage à voir dans ce journal. Au Soudan, après 2 mois de conflit, les belligérants se sont engagés à laisser passer l'aide humanitaire, et ce durant la trêve de 3 jours qui prend fin mercredi. Ce court moment permet de faire le constat d'un pays détruit. Plus de 2000 personnes sont mortes en 2 mois selon l'ONG ACLED et plus de 2,5 millions ont été forcés de fuir ailleurs au Soudan ou dans d'autres pays. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. Après une semaine d'accalmie, la pluie est tombée de plus belle sur Abidjan et d'autres villes. La Sodexam a annoncé une montée des eaux à Bassam, Yopougon et Abobo. Et justement, dans cette dernière commune, comme vous le voyez sur les images, les intempéries ont rendu l'accès au marché et au quartier très difficile, des véhicules bloqués et des populations incapables de sortir pour vaquer à leurs occupations. Le constat de Yacouba Koulibaly vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Dans le chapitre de la santé, la drépanocytose est la plus fréquente des maladies rares. Elle touche environ 300 000 naissances tous les ans. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 14%, dont 4% de formes graves. En cette saison d'intenses pluies, c'est la galère pour les personnes qui sont touchées par la maladie. Le froid, notamment, n'y arrange absolument rien, sans compter les dépenses mensuelles d'environ 40 000 francs dans l'achat des médicaments. Abdulaziz Guira. Depuis l'enfance, il y a des trucs que je ne peux pas faire. Genre jouer. Parce que le jour où tu joues, que tu es trop fatigué, tu piques la crise. Nous sommes différents. Cette différence, due à la drépanocytose dont elle souffre, Natacha l'a mal vécue. Son enfance, elle l'a passée entre prises régulières de médicaments et hospitalisation à n'en point finir. Au début, on te prend pour un enfant sorcier, puisque la plupart des crises, c'est au milieu de la nuit. Souvent, tu peux être couché puis plier soit le bras. Quand le bras est plié, que le sang ne circule pas, les crises commencent. Et la nuit, tu empêches les gens de dormir parce que les crises sont fortes. Tu es obligé de pleurer pour pouvoir faire croire aux gens que vraiment tu as vraiment mal. Des années plus tard, rien n'a vraiment changé. La stigmatisation affecte cette fois-ci sa vie de couple. Aujourd'hui, mère de 4 enfants, Natacha ne peut vivre aisément sa vie de famille et même sa vie professionnelle en pâtit. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On trouve que tu es paresseux. On trouve que, bon, tu déranges. Et quand tu fais une relation, que les beaux-parents apprennent que tu es drépanocytaire, ils ont déjà quelque chose en tête. Tu viens contaminer les enfants. Tu feras des enfants malades. Donc, à chaque fois qu'on va lui répéter ça, l'amour diminue et la personne se retire. Néanmoins, Natacha peut compter sur le soutien de certains de ses proches. Pour eux, c'est toujours dur de voir un proche souffrir de la drépanocytose. Moi, je vends dehors, je dis dehors. Souvent, je me suis couché, elle m'appelle. Ah, ma belle-soeur, il faut venir, ça ne va pas. Dans notre maison un peu éloignée, je cours, je viens. Quand il vient là, quand il la voit, maman me commence à couler les larmes. Quelqu'un qui est en bonne santé, tu viens la voir, vous causez un peu, après tu appelles pour dire que ça ne va pas. En tout cas, ça me fait mal. S'il n'y a personne que ça la prend, là, elle va faire comment? Les histoires comme celle de Natacha, plusieurs personnes la vivent au quotidien. Il existe un moyen d'éviter la drépanocytose. Si le père est AS et que la mère est AS, vous convenez bien avec moi qu'il y a un quart des enfants qui ont des drépanocytose SS. Donc en fait, c'est les parents qui apportent le jeune malade à l'enfant pour que l'enfant soit malade. Si ce n'est que ce cas. Je pense que c'est important que chacun puisse avoir sa typologie pour que nous évitions des mariages avec des gens qui sont porteurs de la maladie. Un patient drépanocytaire, je prends le cas qui est le cas un peu plus grave, qui est SS. L'idéal pour lui, c'est de se marier avec quelqu'un qui est donc AA. Parce que le AA, c'est l'hémoglobine normale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 120 millions de personnes souffrent de la drépanocytose dans le monde entier. Près de 66% de ces cas proviennent de l'Afrique noire. Des chiffres qui s'expliquent selon le professeur Clotaire Danhaut. L'Afrique, où cette maladie est vraiment très importante, avec une prévalence qui est au-delà de 20%, se situe
en même temps que la zone d'endémie palustre. On se rend compte que c'est cette zone d'endémie palustre, c'est dans cette zone-là que la prévalence est très élevée. Et les études ont montré en son temps qu'effectivement, le paludisme serait donc à l'origine de la mutation, n'est-ce pas, de ce gène qui fait naître cette maladie en Afrique. Et dans les autres pays que vous trouvez, c'est parce qu'il y a une émigration qui a été faite. C'est pour ça qu'on retrouve la maladie dans les autres pays. La prévalence du gène de la drépanocytose varie de 10 à 30% en Afrique centrale et en Côte d'Ivoire. Un peu plus de 2% des nouveau-nés naissent avec la forme la plus grave de la maladie, selon l'OMS. Une prise en charge adéquate pourrait augmenter considérablement l'espérance de vie des drépanocytaires. Et en cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, nous souhaitons beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont affectées par la maladie. Et cette note de sécurité routière, les motocyclistes sont à l'origine de 70% des accidents de la circulation à Anyama, dans le nord d'Abidjan. Et quand surviennent les accidents, ceux d'entre eux qui perdent la vie sont toujours sans casque. Fatim Bamba, une fille et cadre de la commune, a décidé de sensibiliser les motocyclistes sur les dangers du non-respect de cette mesure pourtant obligatoire. Nous, Sangari. Dans la commune d'Anyama, il ne se passe pas de jour sans qu'il n'y ait un accident de la circulation impliquant un motocycliste selon des sources sécuritaires. Et les cas de décès des motocyclistes dans les accidents de la circulation dans cette commune sont en majeure partie dus à l'absence des casques. Pour notre propre sécurité, c'est primordial parce que le casque, il est là pour te protéger ta vie. Lorsque tu tombes, tu peux avoir un choc à la tête. Mais si le casque il est là, le helmet il est là, il protège ta tête des commotions cérébrales. D'où la nécessité de cette caravane de distribution de casques aux conducteurs de moto qui a sillonné les grandes artères de la commune d'Anyama. C'est un acte fort, c'est un acte de civisme. Je tenais à vraiment dire merci beaucoup à Fatim Bamba qui pense vraiment aux citoyens, aux habitants d'Anyama. En faisant ce geste, vraiment, je lui dis infiniment merci. Au cours de cette caravane initiée par Fatim Bamba, Kat Danyama, par ailleurs président de la fondation Lumière, 1500 casques ont été distribués. Nous avons décidé d'accompagner le président pour sensibiliser la jeunesse à Anyama par rapport au port du casque parce qu'on a eu beaucoup d'accidents. Et puis dire stop à l'incivisme. Nous avons la police et la gendarmerie qui font vraiment beaucoup pour la commune d'Anyama. Pourquoi ne pas aussi leur donner des casques pour pouvoir faire leur travail correctement? C'est pour ça qu'on a pensé à la police, on a pensé au GMI, on a pensé à la gendarmerie. La donatrice s'est aussi entretenue avec les jeunes de la commune. Elle les a invités à la responsabilité, au respect du code de la route pour éviter d'éventuels accidents de la circulation. Les femmes d'Agboville, elles, s'organisent pour être beaucoup plus autonomes. Le réseau des associations de femmes entreprenantes a procédé à l'investiture de sa présidente hier dimanche à la salle des fêtes de la ville. À travers cette plateforme, les femmes d'Agboville veulent être beaucoup plus crédibles aux yeux des structures financières et ainsi accroître leurs activités génératrices de revenus. Théodore Zouzou, Maïssa Kogei. Marché d'Agboville, ce magasin appartient à Adja. Elle y vend des mèches et des pagnes. Cette commerçante ne compte pas s'arrêter à cette quantité de marchandises. Son ambition, accroître ses activités afin d'être épanouie. On a les activités, on n'a pas de moyens à plus progresser. Moi, par rapport à mon magasin, même si j'ai eu au moins 1 million pour agrandir mon commerce encore. Pour arriver à ses fins, Adja a donc adhéré au réseau des associations des femmes formidables d'Agboville, Rafa, qui installe sa présidente à la salle des fêtes de la mairie d'Agboville. L'initiatrice Patricia Niali revient sur les raisons de la mise en place de ces structures fédératrices des associations de femmes de la commune. Nos femmes ont besoin d'être encadrées parce que souvent elles prennent des prêts mais elles n'arrivent pas à rembourser. Donc comment arriver à les encadrer pour qu'elles puissent d'abord bénéficier des prêts et pouvoir rembourser. Ce sont ces raisons-là qui m'ont amené à les organiser en réseau. Aussitôt installée par la mairie de la commune, Élise Grotto, présidente du RAFA, situe sa vision pour les femmes d'Agboville. La mobilisation est faite par rapport à l'autonomisation de la femme. Parce qu'aujourd'hui, surtout à Agboville,
Par exemple, l'usine Cotivo a fermé. Les femmes sont livrées à elles-mêmes avec leurs enfants. On n'a pas les moyens de s'occuper de nos enfants. Donc on s'est mis ensemble pour pouvoir s'entraider pour que les enfants, nos enfants soient pris en compte par nous-mêmes. Pour amener ces femmes à mieux s'organiser et les rendre plus autonomes, le premier magistrat de la commune et le président du conseil régional de l'Agné Bitiassa, Pierre Demba, représentés, s'engagent à les soutenir. Nous voulons que vous soyez des femmes dynamiques, que désormais vous n'ayez pas tant la main et que vous soyez à mesure de faire face aux charges de vos familles, aux charges de vos enfants et de faire en sorte que demain, vous puissiez être des femmes de valeur, des femmes de feu qui puissent compter dans notre grande ville Abbeville. Sans l'autonomisation de la femme, il n'y a pas de développement. Au niveau du conseil régional déjà, nous avons vraiment accompagné les femmes et on reste dans la même dynamique pour pouvoir accompagner ces femmes aujourd'hui qui ont toujours été présentes auprès de leurs leaders, de leurs ministres. Les femmes veulent contribuer elles aussi au développement d'Agboville, et cela à travers une union sacrée et des activités génératrices de revenus. Mais tout ceci ne peut se faire que dans un climat de paix. C'est pourquoi le collectif des leaders de la paix a organisé un match de gala pour promouvoir la solidarité, l'union et le vivre ensemble. Un match qui a opposé le collectif à l'association Les Épouses des Gendarmes. La rencontre s'est tenue dans la commune de Koumassi. Anicette Konomblessig. Pour promouvoir la paix, l'union, la solidarité et le vivre ensemble, l'ONG, le collectif des leaders de la paix, organise un match de gala qui les oppose à l'association Les Épouses des Gendarmes. Encourager toutes les populations à toujours venir faire le fitness, le sport, c'est un facteur de rapprochement, c'est un facteur de santé. Nous avons décidé d'organiser un fitness géant et un match de gala, et jouer les femmes de Biasud contre les femmes de Commando. Nous avons décidé cette année de faire notre première édition de fitness et match de gala au sein du camp Commando. Après 90 minutes de jeu, l'association Les Épouses des Gendarmes remporte la victoire avec un score de 1-0. Nous sommes très heureuses d'avoir participé à ce match-là, cette cérémonie, et nous sommes sortis victorieuses, donc c'est une très grande joie pour nous. Le sport fait partie de la santé, non seulement la santé, aussi la cohésion sociale au sein de la communauté. Donc voilà pourquoi nous avons décidé également de les accompagner. Au terme de la rencontre, les deux équipes reçoivent des médailles et des trophées. L'ONG, le collectif des leaders de la paix, entend mener d'autres actions visant à raffermir les liens entre les filles et fils du pays. Voilà qui est beau à voir. Les pèlerins ivoiriens dans le chapitre religion ont foulé depuis quelques semaines la terre d'Arabie Saoudite pour le Hajj, 5e pilier de l'islam. Après le contingent étatique, les pèlerins des structures privées du Hajj sont arrivés, comme nous le montre Bintou Pekele. Jeudi 15 juin 2023. Il est 16h à Abidjan. Les pèlerins de 2 agences privées embarquent pour Jeddah, en Arabie Saoudite. Mais avant, ce vol régulier fera une petite escale à Accra au Ghana, puis à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. À Dubaï, l'arrêt est stratégique pour préparer les candidats au Hajj. Bain de purification et tenue du Hajj à l'hôtel. Seulement des étoffes blanches pour les hommes et libre choix pour les femmes. Bien disposés, les futurs El Hadji Hadja sont pressés de découvrir la Terre Sainte. J'ai entendu le parler au nom de la Mecque, mais je n'avais pas vu la Mecque jamais. Je demande à Dieu de m'aider à accomplir ma mission sans être malade, sans être perdu. Vraiment, on est content. Parce que tout ce qui me reste, c'est quelques heures pour que je puisse me rendre à la Mecque pour le Hajj, Inch'Allah. Je me sens un peu pressé. Ils sont ainsi préparés pour accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Son premier pilier est l'intention. Celle-ci se formule dans l'avion à environ 200 km de l'Arabie Saoudite. Seul le pilote et son équipe ont la maîtrise de l'endroit appelé le Mikat. À l'annonce du Mikat, l'ambiance est tout autre dans l'avion. Formulation de l'intention, émotion, concentration, prière et récitation. Telle est l'invocation de tout pèlerin qui franchit la zone du Mikat, quel que soit son moyen de déplacement. Le pèlerin est en état de sacralisation. Il lui est interdit, entre autres, de couper les cheveux, les ongles, de ramasser un objet ou d'avoir des rapports sexuels avec son épouse jusqu'à la fin de la Umrah, qui dure une demi-journée.
Vendredi 16 juin, il est 23h en Arabie Saoudite. Les pèlerins du groupe privé arrivent enfin à la Mecque. À l'hôtel, l'accueil est festif. Ils nous ont montré cette belle manière d'accueillir les étrangers. Voilà, c'est pour ça que le Hajj 2023 commence très bien déjà. Nous sommes très heureux de les recevoir et nous allons toujours les accueillir ainsi. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée les actes d'adoration et qu'il accepte les Hajj. Mais la fête serait de courte durée. Comme vous pouvez le constater derrière, les organisateurs du contingent privé sont à l'œuvre. Il faut les appeler, les regrouper, les mettre en chambre, leur permettre de manger et de ressortir le plus tôt pour repartir à la mosquée. Parce que ce soir même se fera le petit pèlerinage qu'on appelle la Umrah. Bintou Koné, à tous ces pèlerins, nous souhaitons un très bon Hajj. Hors de nos frontières au Soudan, après 2 mois de conflit, les belligérants se sont engagés à laisser passer l'aide humanitaire, et ce durant la trêve de 3 jours qui prend fin mercredi. Plus de 2000 personnes ont été tuées. Également en Ouganda, le travail d'identification des victimes du massacre perpétré par des terroristes dans un lycée s'avère difficile. Et peu avant ce journal, la police a annoncé avoir arrêté 20 présumés collaborateurs. Dans l'actualité sportive, nous parlerons essentiellement du match qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Zambie. Une déroute, n'est-ce pas, Salif Ouattara qui nous a rejoint. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Une déroute des éléphants. On en parle tout juste après ceci. À quelques mois de leur CAN à domicile, les éléphants de Jean-Luc Gasset ne présentent pas une santé optimale. Serge Aurier et ses coéquipiers ont subi leur plus lourde défaite de ces éliminatoires de la CAN en s'inclinant 3-0 en terre zambienne. Sur le premier but, seul Serge Aurier peut nous expliquer son geste défensif. Et que dire de la parade fantaisiste du portier Charles Folly? Le portier de la SEC Mimosa a aussi sa part de responsabilité sur le deuxième but de Chipolo Polo. Une absence de communication avec son défenseur central, Eric Bailly, qui confirme qu'il n'est plus le patron de la défense ivoirienne, malgré la confiance de son sélectionneur. Il est grand temps d'apporter la vraie concurrence dans cette défense ivoirienne, trop lourde et absente sur le troisième but. À l'image des défenseurs, les milieux de terrain Kessié et Sangaré, ajoutés à Idrissa Doumbia, ont aussi manqué de fraîcheur physique. Aucun ballon administré idéalement aux attaquants. Le très attendu Jonathan Bamba, qui disputait ses premières minutes avec les doubles champions d'Afrique, a aussi vécu une après-midi pénible. Difficile de dire dans cette rencontre lequel des Ivoiriens aura tiré son épingle du jeu, hormis l'éternel Max Alain Gradel, toujours abonné, a mouillé le maillot, et le jeune Simon Adengra par sa volonté de créer le danger dans la défense zambienne. Il reste beaucoup de travail à faire dans cette équipe ivoirienne quand on pense à des écuries comme le Sénégal tenant du titre, au Maroc, demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde, et à l'Égypte de Mohamed Salah. Jean-Luc Gasset doit enfin revoir ses coups et ses schémas afin d'offrir à la Côte d'Ivoire une équipe compétitive. Écoutez Salif, tout est dit à la fin de ce reportage, mais qu'est-ce qui peut justifier une telle prestation, mais vraiment très médiocre, c'est peu de le dire, de notre équipe nationale à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations que nous organisons? Disons que c'est un camouflet pour la sélection ivoirienne qui se rendait en... J'ai l'impression qu'ils ont sous-estimé, les éléphants ont sous-estimé en réalité les Chipolo Polo de la Zambie. Ils se sont peut-être dit que bon, c'est juste un petit voyage, même s'il a duré 10 heures de temps de vol et qu'il n'y a pas eu assez de repos, assez de récupération. Donc, et puis finalement se retrouver sur la pelouse à bégayer, à nasiller, à vraiment se retrouver dans des difficultés pas croyables. On a vu des actions où on s'est demandé si les gens avaient bien passé la nuit. Donc c'est pour dire que réellement rien n'a marché. Il faut le reconnaître. Je pense que le sélectionneur Jean-Louis Gasset lui-même s'inscrit dans cette dynamique. Mais comme... Est-ce qu'il s'inscrit vraiment dans cette dynamique quand, après le match, il reconnaît que véritablement, il n'y a pas eu de dysfonctionnement réel en tant que tel dans les différents compartiments du jeu? Et quand on sait aussi qu'il a annoncé avoir déjà constitué à 80% son équipe pour la CAN. Maintenant, je crois qu'il est à 90%, puisque ce sont des essais. Les essais continuent. Nous, on l'a longtemps dit, depuis le début, on l'a clairement exprimé, notre volonté, notre façon de voir les choses. Nous disons qu'il fallait donner cette sélection à des gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout, à des aventuriers, à des gens qui ont de l'envie, de l'ambition. Choualou Aïdara, il est là, c'est un entraîneur local, mais il a montré aux Jeux olympiques qu'il avait des ambitions. On ne nous a pas écoutés. On a estimé que Jean-Louis Gasset était le profil idéal vu son expérience.
Donc, il est là, il continue ses essais, il va encore faire des essais sûrement lors des prochains matchs. À qui cela va profiter, je ne sais pas. Quand on a une compétition aussi cruciale qui se déroule en Côte d'Ivoire, pour laquelle des moyens ont été vraiment déboursés, je pense que quand même, à un moment donné, il faut se fier à un groupe, il faut fidéliser un groupe, il faut chercher un esprit, il faut chercher une âme à cette sélection. Il n'y a pas d'âme jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est sur justement cette interrogation de Salif Ouattara que nous allons mettre un terme à ce journal en espérant que de véritables changements interviendront avant la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Merci de nous avoir suivis.